Je discutais un jour, lors d'une assemblée générale de l'ITOS, avec François Clairoute, qui ne comprenait pas que l'on puisse trouver les analyses statistiques intéressantes, sinon ludiques. Cette discussion a fait son chemin dans mon esprit, si bien que j'aimerais reprendre aujourd'hui ce sujet en vous disant d'emblée que si je ne suis pas matheux, mais biologiste de formation, j'étais amené dans mon métier à utiliser certaines techniques de statistique et devoir faire des stages pour pouvoir manier certaines analyses. C'est même peut-être utile en archéologie. Alors on pourrait en parler. Oh, rassurez-vous, j'aimerais vous exposer une démarche intellectuelle, une méthode de pensée, et non pas des formules ou des calculs abscons. Depuis que je suis à la retraite, et que je m'intéresse à la préhistoire, j'ai été amené à discuter avec Marie-Françoise Bonifay, qui a fouillé le site de Cessaguet en Haute-Loire entre 1982 et 1997. Participaient à ces campagnes de fouilles René Mottet et Huguette, que j'ai rencontrés quelques années plus tard sur un autre site de fouilles, la grotte de la Cochia, dans le Cap Corse. Il y a 3 ans, René Mottet nous avait présenté Cessaguet, ici même, dans un exposé brillant que vous avez sans doute toujours en mémoire. C'était un site localisé sur le flanc d'un ancien volcan complètement érodé. Il y a 1,3 million d'années, le lac de Cratère avait une surverse située à l'emplacement du site de fouille. Un ruisseau où venait boire toute une faune, dite villafranchienne, où l'on pouvait voir des rhinocéros, des ours, des chevaux, des hyènes, des macérodus, des canidés, des cervidés, etc. Vous avez au premier étage du musée des Eyssi, juste en haut des escaliers, une vitrine où l'on voit des échantillons de cette faune impressionnante. Vous avez juste à côté de la vitrine de Cessaguet ce mégacéros impressionnant, qui lui ne vient pas de Cessaguet. Il y avait cependant 4 espèces de cervidés, dont on a retrouvé plusieurs milliers d'ossements. Cette diapositive vous montre 4 espèces présentes, 3 mégacéros et un petit daim. Les paléontologues ont déterminé les espèces d'après les bois retrouvés. Il n'en va pas de même pour classer les autres os, qui malgré parfois des différences de taille, ne permettaient pas d'être attachés sûrement aux 4 espèces. C'est au cours de mes discussions avec Marie-Françoise que j'ai pensé que des analyses statistiques multivariées pourraient être de quelque secours. Un travail considérable avait été effectué sur ces os, qui tous avaient été dégagés, nettoyés, et dont 7 mesures avaient été prises. Longueur totale, les différentes largeurs, les diamètres proximal médian et distal. Des dizaines et des dizaines de pages de tableaux bien denses rassemblent toutes les mesures effectuées sur des milliers d'échantillons. Cela constitue un document de lecture indigeste et difficilement présentable. Bien sûr, des tableurs comme Excel permettent de décrire les valeurs minimales, maximales, la moyenne, la variation des mesures autour de la moyenne, etc. Des histogrammes comme ceci, figures, permettent de voir la distribution de chaque mesure, qu'on appellera en statistique les variables. Pour chaque échantillon osseux, les individus. L'idéal serait bien sûr d'avoir une représentation visuelle de toutes ces données. Imaginons un nuage de points dans l'espace à 7 dimensions, constitué par les 7 mesures effectuées. C'est un mathématicien anglais, Carl Pearson, 1857-1936, qui a échafaudé une théorie mathématique qui va nous permettre de résoudre le problème. Procédons par ordre. Quand j'évoque un espace à 7 dimensions, qu'est-ce que ça veut dire?
quand tous les jours on ne vit que dans 3 dimensions. Une analogie avec un problème de transport va nous aider à comprendre. Si je prends le train pour aller de Paris au Havre, par exemple, je peux me repérer par un graphique à 2 dimensions, la distance et le temps. Chaque lieu, à chaque instant, sera repéré sur 2 axes perpendiculaires. Je pourrais même tracer une courbe me permettant de prévoir où je serai vraisemblablement une demi-heure plus tard ou à quelle heure j'arriverai 100 km plus loin. Cet espace à 2 dimensions constitue un plan. Je complique un peu les choses en prenant un bateau pour me rendre du Havre à New York. Cette fois, mon repérage va nécessiter 3 variables: la longitude, la latitude et le temps. Mon graphique aura 3 axes. 3 axes perpendiculaires. Pour me le représenter, je ferai donc de la géométrie dans l'espace avec 3 plans perpendiculaires entre eux. Grâce à cette représentation, je pourrai déterminer ma position à chaque instant ou prévoir la date et l'heure de mon arrivée à une latitude et une longitude données. Ça va toujours ? Compliquons un peu les choses et prenons l'avion. Là, je suis obligé de prendre 4 variables: la latitude, la longitude, l'altitude et le temps. Il me faut donc 4 axes perpendiculaires, 4 plans orthogonaux. Manque de chance, je ne sais déjà plus le dessiner. Même si je conçois bien la figure et que je l'expérimente à chaque fois que je prends l'avion. De même, je sais qu'il me sera possible de rajouter une 5e, une 6e, une 7e variable et raisonner dans un espace à 5, 6, 7 dimensions dont tous les axes seront perpendiculaires entre eux. Je vais donc avoir un nuage de points, les mathématiciens disent un hypernuage, dans un espace à 7 dimensions. L'idée de personne était de projeter ce nuage sur un plan. C'est la même idée que celle de prendre une photo, le plan du papier, pour représenter un paysage ou un groupe de personnages. La difficulté est de savoir comment placer ce plan pour donner la meilleure image possible. Pas besoin de commentaires. Le but est de trouver le meilleur plan qui déformera le moins l'image du nuage. Comme je vous l'ai promis au début, je ne vous donnerai pas de formule, pas de calcul. La méthode élaborée par Pearson et développée en 1933 par Hotelling repose sur le fait qu'un tableau individu-caractère constitue en mathématiques une matrice, et que des gens ont découvert puis réglementé le calcul matriciel. On triture les matrices en effectuant des produits, des réductions, des centrages, des diagonalisations, etc. C'est pas toujours simple, mais ça marche. Des calculs sur des matrices à 2 ou 3 lignes et 3 ou 4 colonnes, c'est relativement facile. Avec des tableaux à 7 ou 8 variables et des centaines d'individus, il faudrait faire travailler des bénédictins une vie entière. Et ça suffirait peut-être pas. Et on pourrait brûler des cierges pour qu'ils ne commettent aucune erreur. Ainsi, en 1933, Hotelling publiait sa théorie sur les analyses multivariées, ça veut dire à plusieurs variables. C'était satisfaisant pour l'esprit peut-être, intellectuellement jouissif, mais complètement inutilisable concrètement. Ainsi vont les mathématiques. Mais l'ordinateur vint. Tout d'abord de la taille d'immeuble permettant d'effectuer de simples opérations en quelques heures, puis rétrécissement pour se transformer en micro-ordinateur de bureau, puis en portable dont la taille ne cesse de diminuer alors que leur puissance augmente. Du coup, les analyses statistiques multivariées devenaient possibles et pouvaient s'exécuter en quelques secondes, montrant que la théorie était juste. C'est dans les années 80 que j'ai entendu vanter les mérites de ces techniques et que j'ai suivi plusieurs stages au CEA, puis dans une école de céréaliers au ministère de l'Agriculture. Et oui,
En effet, la littérature, les cours, les stages se sont développés rapidement. Interlude publicitaire, j'utilise depuis le logiciel Statbox 6.2 qui travaille directement sur les tableaux Excel. Fin du message publicitaire. À quoi peut bien représenter la photo de mon hypernuage? À ceci. Les points qui ont été projetés sur le plan principal, évalué par le logiciel, donnent l'image la moins déformée possible du nuage. Rappelez-vous du chameau tout à l'heure. Les deux axes qui définissent le plan n'ont plus rien à voir avec les variables mesurées précédemment. Ce sont des axes de référence synthétiques. On les appelle les axes principaux ou composantes principales. C'est du reste le nom de l'analyse que j'ai utilisé ici. En plus, un autre logiciel, la classification typologique, appliquée sur la projection des points sur le plan principal, permet de départager ceux ayant des affinités particulières, des caractéristiques les plus proches. Voilà donc pour la théorie. Maintenant que vous savez l'essentiel sur les analyses utilisées, revenons à nos serres de Sessaguet. Je vais vous montrer un seul exemple qui concerne les os des membres locomoteurs. Prenons les métatarsiens des cerfs. Nous avons 42 métatarsiens sur lesquels on a pu mesurer les 7 dimensions. Vous avez sur cette diapo le tableau montrant la valeur des 7 variables, horizontalement, sur les 42 individus, verticalement. Le but de l'analyse va donc être de projeter le nuage des 42 individus dans l'espace, à 7 dimensions, sur un plan principal calculé par l'ordinateur. Et voilà le travail. Le programme me dit même que ce plan, la photo du nuage, est fidèle à 98%. L'axe F1 en représente 93. Il s'agit bien évidemment de la taille des os qui croît de la gauche vers la droite. Le logiciel de classification typologique permet de répartir ces individus en 4 classes dont un tableau à gauche me donne la composition. Jouant du crayon de couleur, je peux entourer les points d'une même classe. Que signifient ces classes? Correspondent-elles aux 4 espèces de cervidés présents sur le site? Les résultats obtenus avec les métatarses vont-ils être cohérents avec les résultats issus des autres os? Par chance, certaines pattes ont été retrouvées en connexion lors de la fouille, comme on le voit ici dans les carrés J12 et J13. On est alors certain que 2 os contigus appartiennent au même animal, et donc à une espèce déterminée. On va même ne prendre qu'un petit os, l'astragale, qui constitue le talon de la patte arrière du cervidé. Voilà donc le résultat de l'analyse en composantes principales effectuée sur 21 astragales de pattes en connexion. Le plan principal qui montre les 21 points projetés est bien choisi puisqu'il décrit 97% du nuage, dont 95% sont représentés par l'axe F1 horizontal. L'analyse typologique de ces points montre qu'il peut y avoir 4 classes d'individus. Les 2 points à gauche sont des cerfs de petite taille, alors que les 6 à droite sont des animaux de grande taille. Les individus des classes 2 et 3 sont très proches les uns des autres. On peut refaire l'analyse en retirant les individus des classes 1 et 4. On a cette fois les 2 classes centrales qui ne présentent plus d'ambiguïté. Bien entendu, ce sont bien les mêmes individus que ceux que l'on voyait dans l'analyse précédente. Il va falloir refaire l'analyse sur tous les os de la fouille, fémur, tibia, tarse, humérus, etc., pour voir si l'on peut retrouver les 4 espèces de cervidés. Malheureusement, tous les os ne sont pas assez nombreux ou en assez bon état pour effectuer suffisamment d'analyses en composantes principales.
Cependant, une dizaine d'ACP montrent que les classifications typologiques donnent des résultats cohérents. L'analyse statistique étant finie, il faut alors retourner vers les échantillons de la fouille pour vérifier si les résultats sont cohérents avec la réalité. L'ordinateur n'a pas pu faire entièrement le travail à la place du scientifique. Et c'est heureux, somme toute. Alors à quoi ça sert? Ça sert à avoir pu départager au milieu de milliers de données quel échantillon va devoir être à nouveau examiné pour s'assurer que telle patte est celle d'un mégacéros ou d'un daim et que telle ramure sera bien associée à tel squelette. En effet, les statistiques ne sont jamais qu'un outil permettant d'y voir un peu plus clair, mais jamais la baguette magique qui va accomplir des miracles. Souvent dans ses cours au CEA, Michel Neuilly aimait répéter que les statistiques n'excluent jamais le bon sens. Ça, j'essaye de ne pas l'oublier. Je n'ai présenté ici qu'un petit aperçu de l'aide que les statistiques pouvaient apporter. Bien d'autres analyses existent et seront choisies en fonction du problème à traiter. Dans le cas présent, c'est une modeste contribution que l'on pourrait intituler « Étude biométrique des pattes de cervidés villafranchiens sur le site de Sessaguet », qui s'ajouterait aux nombreuses publications déjà parues sur le site de Sessaguet.